Bonjour à tous, bienvenue sur Monde Mystérieux. Dans Monde Mystérieux, nous avons parlé à plusieurs reprises de phénomènes étranges, objets mystérieux, disparitions inexplicables. Nous parlerons même des opartes, ces opartes qui ne correspondent pas à l'époque dans laquelle nous vivons et qui sont pourtant bel et bien là. Et bien sûr, ceux qui ont fabriqué ces artefacts doivent avoir une technologie très avancée. Mais quand on parle d'opartes, nous nous référons principalement à des objets trouvés sur Terre avec des fouilles seulement archéologiques, des recherches effectuées sur des choses spécifiques et des découvertes de toutes sortes. Et certains ont trouvé des objets étranges qui sont incompatibles avec le temps et l'endroit où ils ont été enterrés. Le problème est quand cet objet est situé à plusieurs kilomètres de haut en orbite autour de la Terre. Le problème est quand cette oparte est un satellite artificiel d'origine totalement inconnue. Comme d'habitude, on ne connaît pas son origine, qui l'a fabriqué et bien sûr qui l'a placé là. D'autres données, telles que le temps qu'il orbite autour de la Terre, sont totalement inconnues, même s'il existe quelques hypothèses le concernant. La NASA le dissimule, comme d'habitude, à tel point qu'elle efface toutes ses photos. Et quand on commence à en parler, elle donne des excuses farfelues, comme si qu'elle parlait d'artefacts, ou même la relie avec d'autres types d'objets qui n'ont absolument rien à voir. Je suis en train de vous parler du Black Knight, le chevalier noir. Le Black Knight est un satellite artificiel d'origine totalement inconnue, d'une taille énorme et qu'apparemment a une certaine fonction implicite sur nous. Plusieurs organismes de recherche l'ont découvert, mais la NASA est celle qui en sait le plus bien évidemment, ayant un maximum d'observations à ce sujet. La connaissance et l'existence de ce chevalier noir est assez loin dans le temps. Ne pensez pas que ça soit ancestral, mais bien sûr, nous pouvons le déterminer comme quelque chose d'assez vieux. Alors pour en parler, pour parler en détail de ce mystérieux satellite artificiel, appelé celui que l'on dénomine clairement le chevalier noir, j'ai invité de nouveau à Michel Genovese, qui l'a pas mal enquêté et qui a des informations assez incroyables sur lui. Michel, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, donc bienvenue encore une fois sur Monde Mystérieux. Alors, ça me fait plaisir de vous recevoir encore une fois. Alors, donc, expliquez-nous ce qu'est le Black Knight. En quelques mots. Le Black Knight, comme vous l'avez si bien expliqué il y a juste quelques minutes, c'est une découverte d'un engin, enfin d'un artefact extraterrestre, si je peux le nommer ainsi, qui est en orbite autour de la Terre depuis quelques milliers d'années. Il a été découvert en vérité, il a été découvert la première fois en 1920 par des astronomes qui avaient détecté les signaux. Je dirais même c'est antécédent à 1920 parce que c'est le fameux Nikola Tesla, qu'on ne présente plus, qui lui il a découvert les signaux en 1899. Tout à fait, parce que bon, bien sûr, si je puis me permettre, si on peut le dire ainsi, c'est ce qui fait partie de ces découvertes. La personne qui l'a découverte en premier, et je le cite, c'est Nikola Tesla. Donc absolument. Voilà, c'est lui qui a découvert le signal. C'est lui le premier qui a découvert le signal du Black Knight. Précisément, bon, moi j'ai une date, c'est à la fin du 19e siècle. Voilà. Donc vous allez nous parler de Tesla, Michel, parce que pour que les gens comprennent un peu qui c'est, parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de personnes en fin de compte qui le connaissent ou savent très peu de ce qu'il était réellement. Pouvez-vous nous parler de Nikola Tesla? Je vais vous en parler à ma manière à moi, en tant que médium. J'ai pas vraiment enquêté sur la personnalité de ce génie, il faut pas se cacher les mots de l'histoire qui n'a pas vraiment été reconnu à sa juste valeur. Il aurait mérité le prix Nobel, au passage, autant qu'Einstein ou tous les autres physiciens.
Donc, il est né en 1856, en 1856 et il est mort en 1943 aux États-Unis, mais il était né en ce qui était la Serbie à l'époque. Ah oui. Donc, il a édité plus de 300 brevets durant sa vie et Ah oui. il est l'auteur de 125 inventions. D'accord. Paradoxalement, c'est un autre inventeur, plus connu encore que lui, Thomas Edison, qui l'a fait venir aux Bien États-Unis sûr. en 1883, dans ces environs-là, ou un peu plus tard. Il l'a fait venir pour travailler pour lui aux États-Unis vers 1883, où là, après, Nikola Tesla a pris son indépendance parce qu'il voyait qu'il y avait ce carcan de Thomas Edison qui était sur lui. Il ne pouvait pas éclore, son génie ne pouvait pas éclore parce que Edison automatiquement lui mettait des vétos, parce qu'en vérité, il voulait, lui, Edison, avoir toute la gloire. Exactement, voilà. Parce que si je me trompe, pardon, hein, je vous interromps, parce que si je me trompe pas, donc Nikola Tesla avait développé l'énergie, ce qui est l'électricité alternative, c'est ça, et Edison, les moteurs alternatifs. Voilà. Et Edison, c'était donc le courant, on va dire, le courant continu, donc ce qui était. Voilà. Il y avait une rivalité entre les deux, quoi. C'était vraiment de très gros poids dans la science de l'époque. Mais il faut dire que Edison a vraiment été plus favorisé que Tesla. Hein, il faut dire la vérité. Mais tout à fait. Au niveau de l'intelligence, je veux dire au niveau de ce qu'ils pouvaient faire dans le monde scientifique, tous les deux s'équivalaient. Il n'y avait pas, je dirais même que, si je peux me permettre, hein, oui. sans qu'on vienne crier au scandale ou ailleurs, que Tesla était supérieur à Edison sur plein de sujets. Voilà. C'était un génie, hein. C'était parce qu'on peut dire merci à Tesla pour tout ce qui était donc les énergies libres. Voilà. Son gros potentiel de conception avec les circuits électroniques. C'était aussi, il était à fond dans le magnétisme et voilà. Le problème avec Tesla, c'est qu'il est sorti un peu de l'établissement scientifique qui est si carré, si bétonné. Il a voulu voir à côté. Il était en avance sur son temps. Et c'est ce qui l'a mis un peu à porte-à-faux devant l'administration américaine, où il avait fait rester tous ces 125 brevets. Il avait d'ailleurs pris également la citoyenneté américaine. Et d'ailleurs, les autorités américaines, à l'entrée de la Deuxième Guerre mondiale en 1940, avaient demandé à Tesla de participer au projet, le fameux projet Philadelphie, sur le projet de rendre invisible un bateau avec des ondes d'énergie électromagnétique. D'accord. Tesla, même marginalement, avait travaillé dans ce projet. D'accord. Ça, je savais pas trop et c'est vrai il avait développé des inventions assez incroyables quand même. Hein. Faut dire ce qui est quoi. Hein. C'est absolument. Je pourrais dire qu'il est le père de la découverte de l'énergie du vide. On le doit à Tesla et c'est dommage que quasiment je n'ai pas les années, je n'ai pas fait la comptabilité de combien d'années qu'il est mort Tesla, mais c'est vrai que l'énergie du vide, maintenant, au temps d'aujourd'hui, si elle serait produite, elle serait plus explorée, elle serait, on peut dire, commercialisée, ça ferait un grand avancement pour l'humanité. Oui, j'imagine. C'est vrai que, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, ce qui est dommage, c'est que avec toutes ces inventions et toutes ces découvertes, il aurait pu être plus reconnu, ou il aurait pu avoir un peu plus d'être reconnu et parce que bon, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nikola Tesla vivait dans un hôtel. Où il mourra dans l'oubli total, hein, dans la pauvreté. Alors, moi, ce que je sais, c'est que, comme par hasard, il y a de nombreux agents secrets qui ont, une fois qu'il est mort, qu'ils ont emporté tous ces documents. C'est vrai, ça ou pas? Oui, absolument, oui. Quand il est mort en 1943, son appartement, son misérable appartement, parce qu'il faut dire, il ne vivait pas dans une villa. Hein. Oui, c'est ça qui est assez impressionnant. Voilà. Oui, c'est impressionnant, mais c'est dans l'ordre de la logique. Du moment qu'on veut travailler à l'extérieur de l'établissement vous la fait payer d'une manière ou d'une autre. Si c'est pas au niveau de votre intelligence, il vous la fait payer au niveau social, en ne vous donnant pas l'argent que vous méritez, et donc vous ne pouvez pas avoir une vie aisée comme l'ont eu tous les autres. Ce que je trouve intéressant et très mystérieux, c'est que, en fin de compte, Nikola Tesla était comme
comme Albert Einstein, c'était un génie. C'était un génie. Oui. Je veux dire, Nikola Tesla aurait dû être riche. Honnêtement, aurait dû être connu avec toutes ses découvertes, tous ses brevets, voilà, comme on le disait à l'instant, qu'il a pu développer au cours de sa vie. Oui, absolument, mais donc, pour en revenir à ce qu'on disait, voilà, il faut expliquer au public que Nikola Tesla vivait dans une suite, dans un hôtel, où il travaillait donc ses inventions et où il stockait ses nombreux documents, voire des tonnes et des tonnes et des tonnes de documents qui ont été totalement enlevés, hein, si je puis dire ainsi, par des agents secrets à sa mort. Donc voilà, malheureusement, c'est la vie de les dernières années de sa vie de Nikola Tesla. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il lui reste plus rien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur Nikola Tesla, Michel? Alors, moi, personnellement, j'ai vu l'aspect, comme je dis au tout début de l'émission, au point de vue médiumnique. Donc, j'ai vu un peu au-delà. J'ai vu qu'il avait quand même fait des découvertes stupéfiantes qui n'ont jamais été éditées jusqu'à maintenant, puisque, comme vous l'avez si bien dit, les services secrets, enfin, les gens des services secrets, des renseignements, ont fait une rafle totale de tous les documents qu'il avait laissés dans sa suite après sa mort. Exactement. Et ces documents ont été depuis numérisés, classés, archiviés dans des bunkers top secrets, etc. Mais on n'a jamais vu le contenu de ces documents. Moi, je me suis approché de Nikola Tesla quand j'avais enquêté sur le fameux téléphone portable qui avait été vu dans le film de Charlie Chaplin, Le Cirque en 1926. Exact. Voilà. J'ai vu votre article. Voilà, ça découlait d'une invention de Tesla au niveau du déplacement dans le temps. Et donc Tesla était bien en avance au niveau de la manipulation spatio-temporelle, au niveau des déplacements des objets dans le temps, dans l'espace et le temps. Et il est également bien en avance également au niveau de ce qui regardait toute l'énergie du vide, on en a parlé avant, mais c'était vraiment, il était à la pointe de cette technique qu'il avait mis au point. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Le Prestige avec notre cher Hugh Jackman, le Wolverine d'X-Men, voilà, où on voit que durant la scène, et de nouveau Hollywood nous donne des indices, nous met Tesla dans cette affaire de la téléportation, du tour de magie, tourné à la sauce hollywoodienne, mais pour une personne qui voit au-delà des apparences comme moi ou d'autres qui regardent bien les détails d'un film, on voit que c'est pas anodin. Hollywood veut nous faire comprendre que Tesla avait fait certaines découvertes stupéfiantes qui n'ont jamais été malheureusement commercialisées ou éditées. Et là, on le doit une nouvelle fois à notre cher establishment. On est les moutons. Et ils nous disent ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire. Et on tire un peu les ficelles comme le parrain, vous voyez, dans le film avec Marlon Brando, où on voit qui tire les ficelles. On en est là. C'est pour ça que pour dire encore pour Nikola Tesla, malheureusement, il est mort dans la misère parce qu'il avait refusé de collaborer avec l'establishment. Et quand on ne collabore pas avec l'establishment, il n'y a que deux solutions. Ou l'établishment vous fait taire, quoi, d'une manière ou d'une autre, au point de vue social, financier. C'est ce qui est quasiment arrivé malheureusement à Nikola Tesla. Tout à fait. Il est mort dans la pauvreté, dans l'oubli total, hein, carrément. Voilà, dans l'oubli total. Mais n'oublions pas que nous étions en pleine Deuxième Guerre mondiale, nous étions en l'année 1943. Les États-Unis étaient engagés sur plusieurs fronts, en Europe, en Asie, contre les Japonais. Et sa mort est passée quasiment comme une lettre à la poste inaperçue, parce que tout simplement les médias étaient tellement focalisés sur l'affaire de la guerre que malheureusement, il n'avait même pas deux phrases à lui dédier dans les journaux du pays. Tout à fait. Malheureusement, voilà, ça a été, on va dire, entre guillemets, étouffé par les événements qui se passaient. Oui, voilà. Mais si je peux me permettre, c'est ce qui arrive tous les jours. Une information en chasse une autre. Imaginez-vous que quand il y a des drames, malheureusement, qui se passent dans la vie, tout ce qui est autour est occulté. Même que l'information est importante, les gens ne la voient pas parce que les médias ne la mettent pas sous les sunlights. C'est ce qui est arrivé, malheureusement, à Tesla. Il est mort, je pourrais dire, c'est pas qu'il a été mourir en 1943, mais malheureusement, la mort, elle nous prend quand elle arrive. Il n'y a pas d'année, il n'y a pas de minute, il n'y a pas de mois, hein. On choisit pas l'année où on va mourir. Non, il est malheureusement tombé en plein dans cet instant crucial de l'humanité.
qui n'a pas permis de diffuser vraiment la nouvelle au niveau national aux États-Unis ou mondial sur la planète. Tout à fait, tout à fait. Enfin, ceci dit, il nous reste quand même beaucoup de savoir-faire de lui, hein. On peut dire, comme je disais tout à l'heure, on peut dire merci à Nikola Tesla. Oui. Aujourd'hui, oui. Si on a l'électricité, si on a même l'internet, hein, on peut dire ça comme ça. C'est grâce à Nikola Tesla. Voilà, pour que les auditeurs. On peut lui tirer un chapeau. On peut lui tirer un chapeau, ouais, Monsieur Tesla. Voilà. Absolument. Et donc, si on parle ce soir avec ces technologies, c'est aussi grâce à lui. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc moi et Michel, on trouvait que c'était important de parler de Nikola Tesla qui, moi quand je parle du Black Knight ou quand je pense au Black Knight, je pense également à Nikola Tesla. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais bon, on va se centrer un peu plus sur ce mystérieux chevalier noir. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Donc on va commencer. Donc pourquoi, d'où lui vient le nom du chevalier noir, le Black Knight. Le Black Knight, le nom, il a été en quelque sorte baptisé ainsi durant les années 50 par des astronomes qui avaient trouvé que sa forme, il l'avait pas vraiment observé, il n'avait vu que quelques images fugaces. Parce qu'il ne faut pas oublier, et il est important de le dire, que le Black Knight ne reste pas toujours en orbite. De temps en temps, il vient nous faire un petit coucou sur la Terre. C'est d'ailleurs un de ces moments-là que la mission Shuttle de 1998 a eu la grande occasion de le prendre en photographie. Ces photographies qu'on a vues partout, c'est où le Black Knight rentrait dans notre atmosphère pour venir nous rendre une petite visite. Donc, durant les années 50, il a fait également quelques petites visites sur Terre. Et les gens, le voyant ainsi, on l'ont baptisé déjà le chevalier noir parce qu'il était noir anthracite. Et certaines formes qu'il prenait, puisqu'il a la possibilité de modifier sa forme par une espèce de structure moléculaire que nous ne connaissons pas, ces technologies. Il est impossible de faire ça sur Terre, mais lui, il possède ces technologies, donc il se transformait et il lui est resté ce surnom de chevalier noir. D'accord. Oui, parce que si on remonte à l'époque médiévale, enfin si je peux rajouter ce petit détail, donc à l'époque des chevaliers, les chevaliers noirs étaient des chevaliers, on va dire indépendants, certains faisaient pas partie de certaines armées ou de certains rois. Et donc on peut lui transmettre cette même idée, on va dire, pour ce satellite. Voilà. Alors, donc si vous pouvez nous expliquer, Michel, comment, alors parce qu'on reviendra à la fin de l'interview pour sa technologie, hein, mais en attendant, donc comment expliquer au public comment Nikola Tesla a commencé à détecter son signal, le signal du Black Knight? Alors, c'est vrai ce que je vois, puisqu'on retourne à Nikola Tesla, c'était en 1899, c'est la fameuse tour qu'il avait construit, je n'ai pas exactement l'endroit précis, mais il avait construit une espèce de tour où il pouvait capter l'énergie. Je n'ai pas le nom de la tour sous les yeux, ni en mémoire. Tour Tesla, tout simplement, oui. Oui, je crois que ça s'appelait Tour Tesla, ou il a un autre nom, et c'est grâce à cette tour-là qu'il a réussi à détecter le premier des signaux de... En quelque sorte, le Black Knight essayait à ce moment-là de communiquer avec Tesla, mais Tesla n'était pas au courant, ne pouvait pas le savoir, donc pour lui ce n'était que des signaux inconnus venant de l'espace, et il a noté dans ses cahiers, dans ses archives, qu'il avait retenu ces signaux-là. C'est d'ailleurs sur ces signaux que d'autres astronomes, durant les années 1920, ont repris et ont redétecté les mêmes signaux, confirmant ce que Tesla, lui, avait dit en tout premier en 1899. D'accord, oui, tout à fait, parce que ça se passe à New York, hein, si je me trompe pas, et donc Nikola Tesla est en train d'effectuer des analyses scientifiques de réception d'ondes radioélectriques, c'est ça? Oui, c'est de ce genre-là, oui. D'accord. Et donc il arrive, je crois qu'il arrive à effectuer certaines mesures par rapport à certains gratte-ciel à New York, c'est ça? Avec des antennes de gratte-ciel. Je crois que, enfin moi c'est les informations que j'ai ici. Et donc il se rend compte rapidement qu'au milieu entre guillemets du bruit électrique qu'il était en train de recevoir, il y avait donc un signal trop périodique et régulier, comme si c'était quelque chose de naturel, quoi.
Voilà, absolument. D'accord. Et au début, donc Nikola Tesla pensait que que ça pouvait provenir de la planète Mars, mais il se rend compte très vite que l'origine était beaucoup plus près, que ça venait en fait de l'orbite de la Terre. Il faut dire aussi qu'il avait toujours une obsession, donc Nikola Tesla, sur les ovnis. Il faut expliquer ça aussi, je ne sais pas si vous le savez, Michel. Écoutez, Tesla s'intéressait à tout. Et je ne crois pas qu'il y ait des informations où il ait lui-même observé des ovnis lui-même. J'en ai pas franchement entendu parler. En fait, il avait Nikola Tesla, sa priorité c'était l'électricité. Hein, il disait que à l'époque, il disait quand on découvrira tout ce qui est l'électricité, ça changera notre monde pour toujours. Hein. Il s'était pas trompé d'ailleurs. Et moi les informations que j'ai, c'est que Nikola Tesla était un passionné et voire même obsédé du phénomène OVNI. Donc pour en revenir au Black Knight, il y avait un mathématicien, John Forbes Nash, ils étaient tous les deux intéressés par ces messages radio qui étaient attribués aux Chevaliers Noirs, et dont nous sommes en train de parler là ce soir. Voilà, donc il y a eu aussi des analyses effectuées depuis l'Empire State Building. Enfin, moi, c'est les informations que j'ai complémentaires, qui étaient l'Empire State Building, c'était on va dire l'édifice le plus haut de l'époque. Hein. Donc, Nikola Tesla avait obtenu la permission pour accéder au réseau d'antennes. Ils lui ont donné l'autorisation d'y accéder, et donc il avait une bonne amitié entre guillemets avec le propriétaire de l'Empire State Building, qui par la suite mourra mystérieusement comme par hasard dans le Titanic. Il avait quand même, alors encore une autre info, hein, Michel, qu'on peut dire au public. Oui. Il avait, suite à ces ondes radio qu'il avait réceptionnées, il avait de nombreux écrits, hein, des documents et manuscrits sur ces données qu'il recevait. Et d'ailleurs, donc, il voyait une cohérence, une sorte de langage, c'est ça, une sorte, on va dire, de langage harmonique dans ce message, c'est ça? On pourrait dire ainsi, oui. Tesla avait sans doute noté, il était à la pointe, de la science à l'époque, et il avait noté que le message qu'il recevait n'était pas exactement comme des parasites venant de l'espace, mais qu'il y avait comme une espèce d'harmonie, comme vous dites, mais qu'il n'arrivait pas à la décrypter. Malheureusement, il n'avait pas tous les outils en main pour pouvoir se prononcer sur ce signal et en dire plus. D'accord. Alors, parce que moi et Michel, on a beaucoup d'infos, on peut pas parler de tout non plus sur le Black Knight, hein, sinon il faudrait faire une vidéo de 3 heures. Ah oui, 3 heures, oui. Parce qu'il y a, que ça soit, donc voilà, c'est incroyable, hein, que ça soit sur Nikola Tesla ou sur le Black Knight lui-même, il y a beaucoup d'informations, et on a sélectionné, moi et Michel, ce qui est le plus important pour que le public comprenne, hein, plus ou moins. Je rajouterai, alors je vais faire juste pour terminer sur la découverte du Black Knight, je vais faire un peu d'histoire. Hein. Donc il n'y avait pas seulement Nikola Tesla, mais il y avait aussi Guillermo Marconi, qui a également réalisé quelques recherches sur ces mystérieuses émissions qui se recevaient constamment depuis l'orbite polaire. En 1927, un groupe d'amateurs norvégiens commence à capter un étrange signal également. Cet étrange signal est hollandais, c'est une émission hollandaise, et ils découvrent une chose très curieuse. Ils s'aperçoivent que cette émission a plusieurs secondes de retard, mais l'intensité de l'onde est exactement la même. C'est-à-dire, ils interprètent que finalement, ils auraient dû avoir beaucoup moins de puissance, mais ce n'est pas le cas, car c'est
comme si quelqu'un avait enregistré cette émission d'Hollande et l'aurait retransmis plus tard. À la fin de l'année 1927, un groupe de scientifiques donc qui connaissaient ce groupe de jeunes discutent entre eux et se mettent à évaluer que ce signal provenant de l'espace a un schéma harmonique clairement identifié alors que c'est totalement artificiel. À partir de là, ils commencent à voir que ce type de signal semble même interagir avec d'autres. Il génère des cycles, crée une sorte de boucle, duplique des transmissions, augmente la puissance, quelque chose de très curieux, comme une sorte d'interférence sans réellement le faire, mais il est capable de modifier son signal original. Ce qui est sûr, c'est que durant l'année 1953, lors du lancement du Sputnik 1 dans l'espace, donc c'est l'époque de la guerre froide, les choses se corsent un peu durant cette époque. Commence alors la course vers l'espace, donc la course de l'exploration spatiale. La course de l'exploration spatiale a un avant et un après, comme toujours. Et en ce qui concerne le Chevalier Noir, ce qu'ils avaient tous, donc seulement jusqu'à ce jour, c'était des simples émissions radio, mais il n'existait toujours aucune photographie de lui-même. Mais durant cette année 1953, pendant le lancement donc du Sputnik 1, il se passe alors des choses très étranges. Apparemment, les astronomes qui se consacraient à observer et à faire un suivi du Sputnik 1, alors vous voyez Michel, le Sputnik 1 c'est le satellite rond, je sais pas si vous voyez, donc au moment où j'explique, je passe des photos sur la vidéo pour que le public comprenne, et en prenant une série de photos, ils se rendent compte que devant le Sputnik 1, à certaines occasions, il y a une présence de quelque chose d'inhabituel. C'est en février 1960 réellement qu'apparaissent les premières photos du Chevalier Noir. À cette période, les États-Unis, tout comme les Russes, ne possédaient pas la technologie afin de maintenir un engin spatial en orbite polaire. L'orbite du Chevalier Noir n'était pas comme celle des autres objets en orbite autour de la Terre, car il se déplaçait 2 fois plus vite comparé aux vaisseaux fabriqués par l'homme. En 1963, Gordon Cooper a été envoyé dans l'espace. Sur son orbite finale, il a rapporté avoir vu un objet vert brillant en face de sa capsule, au loin se déplaçant dans sa direction. La station de suivi de Moochea, en Australie, que Cooper avait contacté pour rapporter la présence de l'objet, a récupéré l'objet non identifié sur son radar voyageant d'est en ouest. La NBC a rapporté cela, mais après le retour de Cooper sur Terre, le journaliste n'a pas été autorisé à demander à Cooper son avis sur l'objet non identifié. L'explication officielle de la NASA, comme d'habitude, donnée aux observations de Cooper, était que suite à un défaut électrique de la capsule, un très niveau de dioxyde de carbone se libéra et causa des hallucinations. Donc Michel, vous êtes d'accord avec moi? De toute façon, si c'est pas un problème d'oxygène, c'est un problème on va dire de dioxyde de carbone. Si c'est pas un problème de dioxyde de carbone, c'est qu'il s'est pris un coup sur la tête. Ou vous êtes d'accord avec moi que c'est quelque chose? Il trouve toujours une excuse. Bon, il se prend un coup sur la tête et il voit le Black Knight, normal quoi. Bon, on parlera pas de ça ce soir, mais bon, c'est quelque chose quelque part qui me fait rire. Mais bon. Alors, on va faire une transition. Bon, parlez-nous maintenant, Michel, de votre visualisation à distance sur le Black Knight. Alors, juste pour rappeler au public, donc qui sont en train de voir la vidéo, que donc vous utilisez le remote viewing, c'est vos capacités pour pouvoir se déplacer dans l'espace ou dans le temps. Donc, vous avez utilisé vos capacités médiumniques et vous êtes approché de ce vaisseau, de cet engin. Parlez-nous de votre aventure. Comment ça s'est passé? C'est simple. Je me suis donc déplacé au niveau de la visualisation à distance, comme vous l'avez expliqué, en remote viewing, en orbite, en quelque sorte, de la Terre. Et j'ai repéré donc le fameux Black Knight. Je me suis approché de lui pour le repérer depuis l'extérieur, voir sa forme,
voir où il était stationné en orbite autour de notre planète, voir également sa structure, comment il est formé, etc. Et je me suis même invité à bord, parce qu'on parlait en visualisation à distance toujours, à bord de l'engin pour examiner l'intérieur. Ok, alors parce que j'ai des questions qui arrivent en ce que vous avez rencontré et trouvé, vu à l'intérieur. On va faire les questions dans l'ordre. Bon, ça fait combien de temps que ce satellite est en orbite autour de la Terre? Parce qu'on parle de 13 000 ans. On parle de 13 000 ans. Comment, ça fait combien de temps exactement? Alors, un temps exact n'est pas possible à définir, puisque je ne peux pas remonter, je veux dire, oui, je peux remonter très loin dans le temps, mais je ne peux pas savoir exactement à quel moment il a été placé en orbite. Mais 13 000 ans, certainement, même un peu plus que 13, je dirais même 15 à 20 000 ans. 15 à 20 000 ans qu'il est autour de la Terre. C'est incroyable. Donc, oui, ça fait quasiment. Il a quasiment suivi toute notre évolution. Il nous a filmé, décortiqué. C'est une mémoire vivante de notre histoire. D'accord, oui. Alors on va en venir de suite parce que j'ai sélectionné les questions. Alors donc justement, vous dites dans votre article que le Black Knight a une grande dimension et qu'il a les mêmes mensurations équivalentes à celles de la navette spatiale américaine Shuttle. Absolument. Pouvez-vous expliquer oui, dites-moi. Oui, les dimensions, attention, parce qu'il est un peu à géométrie variable. Le Black Knight peut prendre des dimensions même beaucoup plus réduites ou même plus imposantes. Moi, je l'ai vu en des dimensions équivalentes au shuttle américain. D'accord. Donc permettez-moi de dire que cet engin a une technologie très avancée et très impressionnante. Quel système d'énergie là? Parce que moi j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de photos sur internet, donc notamment des photos. Alors je passe des photos en même temps que je vous parle sur la vidéo pour que les auditeurs voient à quoi cet engin ressemble. J'ai eu l'occasion aussi de voir des vidéos. Et en aucun cas, par exemple, sur cet engin, c'est ça qui est assez incroyable, en aucun cas, on peut voir des panneaux solaires. Je veux dire, en plus des panneaux solaires, ça a une durée de vie limitée, hein, vous êtes d'accord avec moi? On ne voit rien de spécial, ni cellules, ni type de mécanisme, des mécanismes spéciaux, et l'engin a des capacités de changer de forme. C'est impressionnant. Son fuselage, il est mécanique et métallique. C'est incroyable. Et si on prend, on parle donc de 15 ou 20 000 ans. Vous imaginez ceux qui ont construit cet artefact, cet engin à l'époque, comment doit être la technologie d'aujourd'hui de ceux qui l'ont conçu? C'est incroyable, c'est complètement incroyable. Enfin moi c'est Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ça? C'est incroyable. C'est incroyable. Il faut dire tout simplement que la civilisation qui nous... N'oublions pas, pour dire que le Black Knight, c'est une espèce de sonde. Hein. C'est une sonde automatique, donc en contrôle autopiloté, qui a été mis autour de notre monde par une civilisation qui nous a rendu visite il y a des milliers et des milliers d'années, 15-20 000 ans. La technologie du Black Knight dépasse tout entendement possible au niveau scientifique. À côté, nous sommes, je pourrais dire, on est encore à l'âge de pierre par rapport à la technologie du Black Knight. D'accord. Voilà. Je ne trouvais même pas mes mots pour expliquer. C'est quand même assez incroyable. Donc, alors, vous vous êtes approché de l'engin. Pouvez-vous nous raconter un peu plus que ce que vous avez vu quand vous êtes approché, le type de... Voilà, donc, moi j'ai fait en quelque sorte, j'ai fait le tour de l'engin pour voir s'il y avait des hublots, s'il y avait une entrée. Non, il n'y avait absolument rien. Tout était hermétiquement fermé. Je me suis quand même, c'est un noir anthracite, un noir qui brille, quoi, qui brille sous le soleil déjà, et même quand il vient nous rendre visite sur Terre, c'est pas un noir c'est vraiment, comme je vous dire, il est vraiment très poli, je veux dire, très lisse.
j'avais à l'époque quand j'étais petit, enfin je rajoute une autre anecdote, mais à l'époque quand j'étais petit, ma mère avait des pierres de collection, donc d'un noir anthracite. Et c'est vrai que c'est assez incroyable, ça brille au soleil en fait. Ça brille au soleil, voilà. C'est un engin, je voudrais préciser que c'est un engin qui vit. Hein. Donc c'est une autre conception de vie. C'est pas une. Je veux dire, les gens qui l'ont construit lui ont donné quasiment vie. On peut pas le qualifier comme un robot qu'on construit sur Terre, qui ne ressent rien. Le Black Knight ressent quand même. Hein. Il ressent à son niveau. Il sait repérer les dangers. Il sait deviner s'il y a des situations où il doit se déplacer en orbite plus basse ou plus haute pour éviter de rencontrer tout ce qui tourne autour de la Terre. C'est plus qu'une sonde autopilotée, c'est vraiment une forme de vie. D'accord, oui, parce que, alors, pour continuer, donc parce que vous êtes rentré à l'intérieur du vaisseau, voilà, donc on va parler maintenant de son intérieur. Comment c'est à l'intérieur? Parce que là, moi j'ai lu l'article, votre article sur votre blog. Là, on se croirait dans le film Alien, quoi, dans Les Gardiens de la Galaxie, là, si je puis me permettre, parce que donc alors vous m'avez autorisé encore une fois à passer. Alors au moment où je vous parle, je passe votre croquis que vous avez sur votre blog. Pour que les auditeurs voient expliquer l'intérieur du vaisseau, parce que moi je l'ai raconté à un ami à moi qui m'a dit mais on se croirait dans le film Alien, là, dans le 1, hein, dans le film alors expliquez l'intérieur du vaisseau. Alors pour l'expliquer, je vais pas quand même rentrer dans tous les détails de ce que j'ai vu, mais c'est vrai que ça ressemble pas mal au film Alien, et là on retourne une nouvelle fois que Hollywood peut-être aura d'autres informations et qui nous les livre au compte-gouttes à travers les films comme d'habitude. C'était d'ailleurs peut-être de là qu'ils ont fait le vaisseau d'Alien. Allez savoir, je pense qu'ils ont eu quelques informations. Je pense d'avoir été le premier à monter en quelque sorte à bord du Black Knight, mais il est certes évident qu'avec les technologies que possède la NASA, ils ont peut-être pu faire des photos plus rapprochées, même, je dirais, comparé avec d'autres technologies aliens qu'ils possèdent dans leur fameuse base 51 dans le Nevada, regroupant toutes les, en regroupant toutes les données, ils ont pu monter cette espèce de décor qu'ils ont vendu sous main en quelque sorte à Hollywood pour Aliens. Donc le décor à l'intérieur, c'est un décor qui est très sobre, très spartiate. Il y a quand même comme un poste de pilotage où une personne peut prendre, comme un cockpit d'un avion, où une personne peut prendre le manche à balai en quelque sorte, ce qui pilote son Jacques. Et autour, il y a comme des espèces d'ordinateurs, si je peux les nommer ainsi, mais ils ne sont pas vraiment des ordinateurs où contiennent toutes les données que l'engin a captées durant ces milliers d'années autour de notre monde, tout ce qu'il a filmé en venant nous rendre visite sur la Terre. D'accord, oui, parce que alors juste pour en revenir, parce que voilà, moi c'est ça qui m'a fait halluciner. Je me suis dit mais là on est dans le film Alien, c'est que voilà, donc vous rentrez dedans et il y a comme un poste de pilotage avec même vous voyez même des sièges pour les pilotes apparemment, mais voilà c'est auto-piloté quoi on va dire. Donc, mais il me semble que lorsque vous vous rapprochez de ce qui peut être donc le tableau de bord, il se passe quelque chose de curieux, non? Dites-moi. Oui, absolument. Il se met en fonction. À ce moment-là, c'est comme s'il détectait en quelque sorte ma présence. De nouveau, on voit le niveau de technologie qui est capable de détecter une personne qui arrive en visualisation à distance. D'accord. Voilà, c'est incroyable. Voilà, et donc à ce moment-là, le tableau de bord se met en fonction et délivre comme un espèce de message en quelque sorte où il explique un peu, ou du moins il essaie de se faire comprendre quelle est sa fonction, pourquoi il est là, quelle est son histoire. D'accord. Et c'est là que vous vous rendez compte, en fin de compte, que c'est, si je puis le dire ainsi, donc un satellite espion. C'est comme un satellite espion. Je dirais pas que c'est un satellite espion, je dirais plutôt que c'est un cadeau que nous a offert une civilisation
qui a des milliers d'années en avance technologique sur la nôtre, mais pas seulement à nous, cette civilisation se déplace à l'intérieur des galaxies et délivre ces espèces de sondes qu'on appelle, donc le nous a appelé Black Knight, mais que d'autres civilisations appelleront avec leur propre patronyme, qui filment l'histoire de la planète avant que naisse la civilisation de la planète même, et de telle manière que toutes ces images soient conservées, et à un moment arrivé, cet engin descendra sur Terre et donnera accès à sa bande de données, enfin à son disque dur, si je peux me permettre de le nommer ainsi, pour nous délivrer un flot d'images incroyables de notre histoire. Revoir par exemple, moi j'ai pu voir quand j'étais à l'intérieur des vaisseaux, quelques images qui sont apparues sur le display, sur les écrans. Oui, qu'est-ce que vous avez pu voir comme image? J'ai vu surtout notre cher ami Napoléon ou les victoires de César, c'est vraiment le passé. Des images très coupées, je veux dire. On reconnaît tout de suite les personnages, ça fait comme une certaine impression de voir. Enfin, même à visualisation à distance, c'est impressionnant de pouvoir voir de ses yeux ce que nous raconte l'histoire dans les livres. D'accord. C'est vrai que ça doit être assez incroyable. Et puis donc... pour continuer votre aventure, et à ce moment-là, il y a, si je me trompe pas, une voix, vous entendez une voix qui vous parle, c'est ça? Oui, c'est un espèce, je ne sais pas si on peut appeler ça une voix. En tous les cas, c'est pas comme une voix terrestre, humaine, mais une voix qui est contenue dans l'engin, et qui s'enclenche automatiquement quand une personne monte à bord. Mettons qu'il faut y ait un message qui n'était pas vraiment destiné, mais un message automatique au cas où une entité s'aventurait à bord, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, fait déclencher le message. D'accord. Parce que voilà, c'est cette voix, enfin je sais pas comment on pourrait appeler ça, bon moi je dis voix simplement pour que les auditeurs comprennent déjà d'une, et parce que je sais pas comment on pourrait appeler cette voix, cette présence. Donc cette voix, entre guillemets, donc vous précise que le vaisseau est envoyé depuis la constellation d'Epsilon Bootis. Voilà, elle précise de quel endroit est son origine, de telle manière que nous puissions, nous sur Terre, les astronomes, pouvoir diriger nos télescopes. Mais de toute façon, les astronomes l'ont déjà fait, simplement qu'ils ne nous le disent pas. Ils ont déjà plusieurs informations, mais on sera les derniers à être mis au courant, comme d'habitude. Ça va pas changer. Ça va pas changer ni aujourd'hui ni demain. Je suis prêt à vous parier des millions de dollars que ça ne va pas changer d'aussitôt, et donc la voix s'enclenche et indique son origine, de manière que nous puissions nous-mêmes à notre niveau effectuer des recherches dans ce sens-là. D'accord. Parce que, alors il faut expliquer encore une fois aux auditeurs, si vous pouvez nous expliquer brièvement cette constellation, parce que c'est une constellation qui est très éloignée. C'est ça, c'est... Pouvez-vous expliquer plus ou moins brièvement? Oui, on va éviter d'entrer dans les détails. Elle n'est pas si éloignée que ça. Je n'ai pas exactement la distance sous les yeux en années-lumière, mais en tous les cas, pour une technologie avancée, il nous est possible de pouvoir la rejoindre. Je pense que d'ici 100, 200, 300 ans, si l'humanité est encore debout, on aura, je pense, acquis les moyens technologiques de pouvoir la rejoindre. C'est une constellation comme une autre, hein. Elle n'a pas vraiment de particularité jusqu'elle renferme cette civilisation et d'autres civilisations technologiquement beaucoup plus avancées que la nôtre. Et c'est l'une de ces civilisations qui, en quelque sorte en faisant les touristes dans l'univers, si on peut utiliser ce terme-là, nous a rendu visite à une autre planète qui n'était à ce moment-là, il n'y avait pas la civilisation que nous connaissons aujourd'hui, on était au balbutiement de la civilisation au tout début, a voulu nous laisser ce message en quelque sorte, ce cadeau de paix en quelque sorte. C'est comme si vous êtes, je métaphore, c'est comme si vous vous rendez dans un pays et vous voyez que ce pays n'est pas, vous allez parler des Indiens de l'Amazonie et vous envoyez un drone qui filme les Indiens de l'Amazonie pendant je ne sais combien de temps, et après on passe ce film aux Indiens de l'Amazonie pour voir quel a été leur avancement, etc. On était un peu les Indiens de l'Amazonie, on a été les Indiens de l'Amazonie pour cette civilisation. Tout à fait, parce que bon, moi je reprends ce que vous avez dit, hein, donc vous dites que c'est un cadeau de cette absolument. Civilisation, d'accord. Et mais alors, donc petite parenthèse, donc si c'est un cadeau,
donc ce satellite est toujours en train de filmer ou de photographier les événements sur Terre, c'est ça? Oui, oui, absolument. Tant que notre civilisation sera debout, si on ne s'autodétruit pas demain avec une guerre atomique ou autre chose, il filmera jusqu'au bout. Ouais. Il quittera l'orbite de la Terre quand notre Soleil mourra. Moi, je l'ai fixé, si vous suivez mon blog, d'ailleurs, je vous remercie de suivre, hein, j'ai fixé en l'an 2258, j'ai fixé la fin de notre monde au niveau où il y a une immense explosion solaire qui va griller notre atmosphère et nous renvoyer, pas à l'âge de pierre, mais nous expédier directement dans l'autre monde. À ce moment-là, il aura fini sa mission, il se désactivera et repartira en direction de sa galaxie. D'accord. Vous imaginez, le vaisseau cet engin a au moins 20 000 ans. Et j'arrive toujours pas Pour moi, c'est vraiment impressionnant que cet engin est toujours opérationnel, quoi. C'est vraiment incroyable. Alors, d'autres questions avant de finir ce vidéoprogramme. Alors, je sais peut-être que vous pouvez pas répondre parce qu'on peut pas trop rentrer dans les détails, mais qui sont ces êtres-là? Donc cette civilisation, ces gens-là, qui sont-ils? Que veulent-ils de nous? Qu'est-ce qu'ils... Je dirais qu'ils ne veulent absolument rien de nous. C'est comme quand vous offrez un cadeau à une personne, vous ne souhaitez rien en retour. Cette civilisation nous a offert cette sonde qu'elle a mis en orbite autour de notre planète, mais elle ne veut rien en retour. C'est pas vraiment qu'on les intéresse. Ils voulaient juste nous faire un cadeau, comme vous feriez un cadeau à une personne, mais c'est pas pour autant... On s'intéresse comme à la personne quand on fait un cadeau, sinon on ne le ferait pas. Mais ils n'ont pas vraiment d'attachement pour notre civilisation, pas plus que ça. Hein. Il faut pas croire, je veux dire, un grand attachement pour nous. Sinon, pour les décrire morphologiquement, ils sont quasiment comme nous. Hein. Au niveau biologique, l'évolution, c'est une évolution en mammifère comme nous. Hein. Leur monde ressemble... d'après ce que j'ai pu voir, leur planète est quasiment comme la nôtre. Hein. D'accord. C'est en apparence, parce que alors, petite question, ça c'est personnel, c'est moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est la même civilisation que, parce que alors, on verra aussi l'OVNI en mer Baltique, on reviendra dessus, est-ce que c'est la même civilisation? Ou est-ce que c'est le même type? Non, c'est d'accord. C'est une autre civilisation, ça n'a pas la même origine. D'accord. C'est bien deux civilisations bien distinctes. D'accord, ok. C'était pour savoir. Alors bon, maintenant Michel, et pour terminer cette vidéo, expliquez aux auditeurs, qu'est-ce que vous voulez faire avec l'engin? Expliquez au public parce que c'est assez incroyable. Qu'est-ce que vous pensez faire avec l'engin? Alors moi, à mon niveau modeste, j'essaye en quelque sorte de débloquer le système d'autopilotage de l'engin et d'en prendre le contrôle mentalement à distance et de le faire atterrir directement sur Terre. C'est une petite sinécure, c'est quasiment un exploit aux limites de l'impossible, pour dire, mais c'est ce que j'essaierai de faire, de donner ma modeste contribution. Puisque nous ne sommes que de passage dans ce monde, hein. Nous ne sommes même pas une seconde dans l'histoire de l'univers, malgré tout notre orgueil, notre vanité, nous ne sommes absolument rien. Voilà, juste pour relativiser par rapport aux personnes qui disent « moi je suis ceci, moi je suis cela », je leur dirais « vous n'êtes absolument rien. Vous êtes de la poussière comme moi et vous retournerez poussière. » Par contre, cet engin qui détient toutes ces données de notre civilisation, tout ce qu'il a filmé durant ces milliers d'années, serait vraiment un cadeau énorme pour tout le monde, quoi. On pourrait voir exactement, même, ça pourrait aider les historiens, en quelque sorte, pour corriger certains points de l'histoire qui sont un peu flous. En plus, la technologie de l'engin pourrait nous aider à comprendre mieux comment fabriquer, je veux dire, pas une copie de l'engin, mais au moins deviner d'autres sources de technologie. Les Américains savent très bien faire ça dans leur fameuse base 51 avec tous les vaisseaux qu'ils ont récupérés dans le fameux Shell Roswell. Tout à fait. Alors ça, j'ai eu l'occasion, pardon, je vous interromps, mais j'espère qu'on pourra en parler dans Monde Mystérieux, Michel, de la zone 51, parce que vous êtes rentré dedans et vous avez vu des choses assez incroyables. Oui, absolument.
naturellement, je tiens à préciser que, de nouveau, quand je dis déplacement, c'est toujours un déplacement de visualisation à distance. Ça veut dire, je suis chez moi, je me concentre sur une photo ou sur un témoin, un artefact, un appareil photo, je veux dire une photo ou même une personne vivante qui me serre la main, etc. Et à ce moment-là, je remonte le cours de l'histoire en faisant, je me projette dans le cadre de la zone 51. Je me suis projeté dans la zone 51, même au sous-sol, dans les 10 étages, pour voir qu'est-ce qui se passait exactement. Et tout ce que j'ai découvert, je l'ai mis dans mon blog sur la fameuse, je veux dire, cette fameuse enquête que j'avais fait sur mon blog dont vous venez de parler maintenant. Oui. Oui, j'espère qu'on pourra entamer aussi. Mais avec plaisir. C'est un autre sujet qui est très puissant, très porteur, et qui devrait passionner. C'est assez incroyable. Il devrait passionner vos auditeurs. Il devrait passionner. Oui, parce que si vous voulez, et je vous en remercie Michel, pour Monde Mystérieux, vous apportez toujours des compléments. Beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qu'on se pose des questions et de nouveau je considère ça que c'est ma modeste contribution, je dirais pas à l'histoire humaine, je veux pas être trop à me vanter ou je veux dire avoir un rôle qui n'est pas le mien, mais j'essaie d'éclairer les gens sur une autre vérité, la vérité que ne disent pas les historiens. C'est une vérité alternative et chacun après décidera laquelle des vérités elle veut croire. Mais une vérité n'exclut pas une autre vérité. Les deux vérités peuvent très bien aller ensemble. Bien sûr. Bon, de toute façon, comme je disais la dernière fois lors de notre interview sur l'Arche de l'Alliance, voilà, la liste est longue. et en plus, à chaque fois, vous avez de nouvelles enquêtes assez incroyables. Donc assez époustouflantes. Voilà. D'ailleurs, je voudrais juste me permettre de parler d'une de mes enquêtes qui sera assez passionnante. Oui, c'est celle du Superman de Mayfield. On en a parlé beaucoup dans la presse cette année, enfin pas beaucoup, toujours marginalement, comme d'habitude. Les grands médias n'aiment pas tellement les choses qui dérangent. On préfère parler que des choses qui sont, par exemple, je sais pas, le people, le dernier ballon de Ronaldo ou Kim Kardashian, voilà. Voilà. Mais il y a d'autres. Football, etc. On maintient les gens, on maintient nos petits boutons tranquilles, voilà. Moi, je viens déranger un peu, voilà. Je viens porter mon petit grain de sable dans la grande mécanique qui tourne, voilà. Et donc, je m'informe autour de moi, comme tout chacun, hein. Je prends les infos qui m'intéressent et je laisse le reste. Et là, j'ai vu l'affaire d'un homme volant, un homme qui aurait escorté un avion de ligne anglais pendant quelques minutes à 1000 mètres d'altitude. Et cet homme volait sans aucun appareillage ou quoi que ce soit de ce genre-là, ce qui était très étonnant. Et depuis, les Anglais, nos chers amis anglais, très flegmatiques au passage, sont en train de se casser un peu la tête pour savoir d'où surgissait cet homme volant, comment faisait-il à voler à plus de 1000 mètres d'altitude sans rien, quoi, sans aucune technique. Et donc, je vais enquêter dessus parce que je pense que notre cher Superman, comme on l'a baptisé de Mayfield, doit être une personne qui aurait des super pouvoirs en quelque sorte. On rejoint un peu le monde d'X-Men, voilà, un mutant. Voilà, non, mais comme on en parlait hier par téléphone, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est carrément l'histoire, c'est du Superman, quoi. C'est l'histoire. Oui, absolument. Superman. C'est assez incroyable. Voilà. Voilà. Il y avait des auteurs, je crois que ça s'appelle Springfield, je ne me rappelle plus exactement le nom, des auteurs de Superman. J'avais sous les yeux le nom, maintenant je m'échappe, mais quand a été créé Superman dans les années 30 ou 40, de nouveau, les gens qui l'ont créé devaient avoir quelques données qui nous échappent encore aujourd'hui. Il doit exister, je pense, parmi la population des êtres mutants, il ne faut pas les nommer, qui ont cette capacité de pouvoir vaincre la gravité, de pouvoir faire des choses Tout à fait. Dépasse totalement. Et je pense personnellement, pour ma part, excusez-moi de vous interrompre, que notre Superman de Mayfield est tout simplement une personne comme vous et moi qui avait envie juste de se dégourdir en quelque sorte les jambes en volant, voilà, en s'éclatant dans un vol. Et il a croisé ce Boeing, il aura fait un petit coucou, puis il est parti par sa route. Histoire de dire, voilà. Mais alors donc, parce que ce que j'allais expliquer aux auditeurs, à ceux qui nous regardent
actuellement, ceux qui me suivent, on fera un amalgame, on regroupera parce que vous avez rencontré, enfin j'ai lu dans vos articles, vous avez rencontré, alors c'est une petite parenthèse, hein, ça n'a rien à voir avec le Black Knight parce qu'on a un peu dérivé sur le sujet, mais on reviendra sur le Black Knight. Mais j'espère pouvoir effectuer une vidéo avec vous en regroupant toutes les personnes que vous avez vues qui ont ou des pouvoirs comme ceci, ce que vous venez de mentionner, ou des personnes qui sont en vie sur Terre depuis des millénaires, encore une fois. Oui, voilà. Si je peux me permettre, donc on veut parler de mes interviews du comte de Saint-Germain, du vampire Maximus. Voilà, le vampire Maximus, voilà. C'est ça qui ça m'a impressionné. Voilà, c'est bien d'eux qu'on veut parler. Ce serait... Encore une fois, ça serait assez intéressant. Donc bon, c'était une petite parenthèse, hein, Michel. Voilà, mais pour expliquer. Parler, voilà, mais alors donc pour en revenir, donc juste pour terminer cette vidéo pour le Black Knight. Donc juste une dernière question. Donc vous pensez le faire atterrir sur Terre avec vos capacités médiumniques et votre remote viewing. Comment vous pensez le faire atterrir où exactement? Alors, avant tout, nous parlons que le remote viewing, c'est quand même un cousin de la télékinésie. Et donc, quand je parle, là, je suis en train de m'exercer déjà de bouger quelques objets par télékinésie chez moi, etc., pour m'exercer à ce niveau-là. Donc, il faut pouvoir bouger un peu dans l'engin. Donc, je pense la télékinésie pour faire bouger l'engin à l'intérieur. Maintenant, à le faire atterrir, pour faire, je dirais, pourquoi ne pas faire atterrir à Paris directement? Paris, voilà. Au lieu de mettre, je veux dire, dans une forêt ou dans un endroit qui serait totalement inconnu, comme d'habitude, sur l'histoire de vie, ça se passe toujours dans les forêts ou dans les déserts ou au-dessus des airs ou ailleurs, comme d'habitude. Dans une ville, le faire atterrir dans une ville serait vraiment l'idéal, quoi. Tout à fait. Donc voilà, votre idée c'est de le faire atterrir sur Paris. Voilà, c'est assez. Voilà, si c'est possible. Sauf que je ne contrôle pas moi. Moi, je peux juste passer un message. Je veux dire, passer un message au Black Knight, enfin à la mémoire, je veux dire, au cerveau du Black Knight, en l'invitant à atterrir à l'endroit. Pas un endroit comme Paris, puisque je suis sur la région parisienne. Mais après, le Black Knight lui-même, en autonomie, décider lui où il veut atterrir, s'il veut vraiment se rendre accessible à l'humanité. Tout à fait. Donc voilà quelque chose à ajouter en plus, Michel, sur ce mystérieux satellite Black Knight. Je dirais simplement que oui, c'est quand même extraordinaire. Je veux dire, il faut garder l'esprit ouvert. Je veux dire, voilà, on ne connaît pas tout dans l'univers. Nous ne sommes pas les créateurs de notre monde. C'est pas nous qui avons créé la planète Terre. C'est pas nous qui avons créé les autres planètes de notre système solaire. C'est pas nous qui avons créé tous les exoplanètes, les milliers, les milliards d'exoplanètes qu'il y a dans l'univers. Donc, un peu de modestie, je dirais aux scientifiques qui pourraient rire de la chose même, rien qu'en l'évoquant. Parce qu'en vérité, nous ne sommes absolument rien. Il faut absolument rester très modeste. Nous connaissons notre monde, je veux dire, nous connaissons notre technologie, la science, tout ce que l'histoire nous apprend, tout ce que la science nous apprend, mais gardons quand même les pieds sur terre, que face à l'immensité de l'univers, tout est possible. Et le Black Knight rentre dans le cadre de l'immensité de l'univers. Et il faut donc envisager qu'il soit réalisable, qu'il soit bien en orbite, qu'il existe réellement et qu'il y ait une possibilité de le faire atterrir. Ce n'est pas si extraordinaire que ça, puisque le shuttle, quand il y avait l'émission Shuttle, il tournait autour de la planète et il atterrissait. Pourquoi le Black Knight ne pourrait-il pas en faire autant? Parce qu'il vient d'une autre civilisation, d'un autre monde, c'est cela qui dérange. Mais quand nous débarquons dans des pays en tant que touristes, nous dérangeons également. Mais après, les personnes du pays viennent à notre rencontre et automatiquement comprennent que nous existons et acceptent notre existence. C'est ce qui arrivera avec le Black Knight. Quand il descendra sur Terre, les gens seront surpris, les gouvernements seront surpris, comme une entité étrangère, puis ils viendront vers le Black Knight, ils comprendront le Black Knight, et après le Black Knight fera partie de nous.
Dans ce cas-là, j'espère que vous puissiez le faire atterrir sur Paris alors, parce que comme ça sera bien médiatisé ce jour-là. Oui, Voilà. oui. Si on le ferait atterrir à New York ou Ouais, en face de la New Maison York, bien Blanche, sûr, bien sûr. ou en face de la Maison Blanche, je pense également que ce sera très 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 médiatisé. Moi, je n'ai Bien mis sûr. que le cadre de Paris puisque je suis là. Autant faire on va faire du travail franco-français et on dit on faire pour faire. Je dirais pourquoi l'envoyer ailleurs? Gardons-nous cette fierté pour la France. Bien sûr. Faisons-le atterrir en France et gardons-le en France. Et tout comme l'Arche de l'Alliance, encore une fois, on pourra dire voilà, c'est Michel Genovese qui l'a fait atterrir. Moi, j'ai indiqué, oui, mais je dirais pour l'Arche de l'Alliance, on n'a pas besoin de la faire atterrir parce qu'elle est bien parmi nous, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est clair. Elle est bien en France, elle est déjà chez nous, c'est une fierté française, en quelque sorte, elle est dans le sud de la France, comme je l'ai dit. Oui. Mais tout dépend de nouveau, on repart d'univers métaphysique qui n'a pas de parenté avec l'univers scientifique strictement organisé, structuré de notre société, qui, moi, je délivre des informations, mais après, il faut de l'autre côté qu'il y ait des gens qui puissent la recevoir et l'accepter. Ce qui n'est pas évident avec ceux qui nous dirigent, n'acceptent pas tellement Tout à fait. les visions, en quelque sorte, façon de parler. Tout à fait. Ils ne les remettent pas en cause, ils ne les remettent absolument pas en cause, mais de leur côté, ils ne peuvent accepter puisque ça ne vient pas de l'établissement. Et tout ce qui est de l'extérieur de l'établissement a toujours beaucoup de mal à trouver sa route. Tout à fait. De toute façon, c'est quelque chose qui leur dépasse, hein, si on peut dire ça comme Voilà, ça. qui Et les dépasse totalement, le jour que ça arrive, je pense qu'ils vont être aussi surpris que nous, en fin de compte. Donc bon. Alors, je vais faire une transition aussi en disant au public que la prochaine vidéo avec vous, donc vous m'avez accepté d'autres thèmes, d'autres vidéos. Oui. Donc avant de nous quitter, avant de quitter les auditeurs de Monde Mystérieux, la prochaine vidéo, et je le mentionne, ça sera donc sur l'OVNI en mer Baltique, qui est dans la mer, hein, qui est sous la mer, et que donc vous êtes arrivé à rentrer dedans aussi. On en parlera, on fera un point sur ce qu'il en est aujourd'hui, parce que ça fait quand même déjà 2 ans, 3 ans, c'est ça, qu'on l'a redécouvert. 2011, c'est quasiment 4 ans, hein, 2011. 4 ans, ouais, 4 ans. Découvert par l'équipe de Peter Lindbergh en juin 2011. Depuis, on a 2012, 2013, 2014, 3 ans, bientôt 2015. Ça fait un petit moment, mais ça a bougé quand même. Hein. Mais les médias, comme les médias n'en parlent pas, automatiquement, tout ce qui n'est pas sous les sunlight, les gens l'ignorent. Tout à fait. Tout à fait. Donc on fera un point là-dessus sur l'histoire, comment on l'a découvert encore une fois, et votre visualisation à distance. En attendant, voilà, donc, j'aurai des news, je peux me dire toutes fraîches à apporter sur l'OVNI de la mer Baltique, puisque ça bougeait durant cet été, mais de nouveau les médias on en parlait entre filets dans quelques petites lignes dans les colonnes des journaux, mais très très peu. Mais ça bougeait cet été, ça bougeait beaucoup là-bas en mer Baltique à niveau d'engins. J'en parlerai durant votre émission. D'accord, alors c'est super, comme ça on aura un peu plus d'informations sur ce sujet. Donc avant de nous quitter, donc je rappelle, au moment où je vous le dis, ça apparaît sur l'écran, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Voici l'adresse de Michel, et voici mon adresse de Monde Mystérieux, qui s'affiche là. N'oubliez pas, rappelez-nous votre blog, Michel. C'est simple, c'est mon blog, si vous faites juste le Michel Genovese Medium Enquêteur, vous tapez ça dans le moteur Google. Voilà, dans Google. Et on le trouve, ça apparaît en premier, de toute façon. Ça s'appelle, oui, je sais, Michel Genovese Medium Enquêteur, ça s'appelle Une étrange expérience. Mais il suffit juste de ne pas vous compliquer la vie, vous tapez Michel Genovese Medium Enquêteur. Tout à fait. Voilà. Vous rajoutez juste ça à côté, parce qu'il y a d'autres Michel Genovese qui travaillent dans la mécanique ailleurs, ça ne serait pas moi, non? Voilà. Tout à fait. Et donc, vous allez me cibler tout de suite sur Google, qui vous dirigera vers mon site. Tout à fait, voilà. En attendant, merci beaucoup Michel, encore une fois, pour cette interview. Je vous remercie. Et j'espère vous retrouver bientôt sur Monde Mystérieux.
Avec plaisir, avec votre enquête aussi passionnante. Voilà, donc merci beaucoup Michel. Et sans plus dans Monde Mystérieux, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux thèmes et de nouvelles vidéos aussi mystérieuses les unes que les autres. À bientôt. Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man,